Allez, si ça vous va, on va commencer. Donc moi, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment les notions, les concepts de base en fait du character design. Alors c'est quelque chose qui nous a été assez demandé justement pendant les lives qui ont été durant l'été. Donc déjà, pour vous, comment vous définirez le character design? Quels sont les mots-clés par exemple que vous y associez? Ouais, caractère, donc personnage, création. Ok, la patte graphique, l'âme du personnage. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Ouais, silhouette. Exact. Ouais, tout à fait, effectivement. On recherche une individualité. En fait, il faut que le personnage se différencie des autres. Reconnaissable, totalement. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous voyez dans le character design? Est-ce qu'on est que sur des aspects physiques? Ouais, histoire. Totalement. Effectivement, l'identité du perso se retrouve dans le visuel. Ouais. Backstory, personnalité, psychologie. Effectivement, Kali, super important. Ouais, totalement. Caractère, personnalité. Eh mais ça va en fait, vous êtes plutôt bon là. Bon alors je vais vous montrer. Hop, au niveau du plan, bon, franchement le plan paye pas de mine, mais le contenu, il y en a beaucoup. Donc j'espère que vous avez préparé un petit goûter ce soir parce que je sais pas, je me suis pas timée, donc je sais pas combien de temps ça va durer. Donc en premier, effectivement, on va voir les concepts de base du character design. Donc qu'est-ce qu'il qualifie? Donc une définition pour commencer, et après tous les éléments qu'il contient. On va se focaliser sur les traits physiques, donc tout ce qui en découle, les traits internes. Donc effectivement, quand on parle de personnalité, de backstory, ça c'est tout ce qui est interne au personnage. Et on finira par une FAQ. Alors après, n'hésitez pas, hein, pendant que je présente, si vous avez des questions en cours, posez-les-moi, je ferai en sorte d'y répondre au mieux. Alors, donc comme je vous dis, on va commencer avec le concept de base. Donc en fait, le character design, il se définit par l'objectif de la conception d'une identité visuelle, qui doit être très importante, différenciable et mémorable d'un personnage. Donc c'est-à-dire qu'on va, on va définir ses traits physiques, mais aussi ses traits internes, donc tout ce qui est la vie intérieure, son histoire et son rôle dans l'intrigue. Donc ce qui va englober finalement plusieurs éléments, donc l'apparence physique, les postures et gestuelles, les expressions faciales, les couleurs, motifs et textures, ensuite la personnalité et l'histoire du personnage et ses motivations. Est-ce que là déjà, pour vous, tout est bon? Oui, totalement, Risa, c'est une très bonne source. Fullmetal Alchemist a marqué mon enfance, donc vous allez le voir un peu en passant. Il n'y aura pas que ça, mais il y en a un peu. Allez,
Allez, si c'est bon pour vous, je vais continuer. Donc on passe directement au trait physique. Alors déjà, on commence par une silhouette. En fait, la silhouette, elle permet vraiment de reconnaître un personnage par rapport à d'autres. Et il faut qu'elle soit déjà, à ce niveau-là, mémorable. C'est elle qui va aider à trouver l'essence en fait, de votre personnage. Donc, comme vous pouvez voir là sur la droite, c'est un type de silhouette, bien sûr. Mais déjà, juste en la regardant, même si vous la regardez de loin, vous voyez déjà plus ou moins déjà la corpulence d'un personnage. Vous voyez sa dynamique aussi, parce qu'il y a certaines poses où elles sont plus dynamiques que d'autres, mais voilà, il y a du statique aussi. Mais ça vous donne déjà une idée globale de ce à quoi peut ressembler ce personnage. Donc, on va jouer un peu. On va voir si vous êtes fort en silhouette et si vous avez de très bonnes refs. Donc, je vous invite dans le chat à citer toutes les refs que vous connaissez. Je vais vous faire bosser, je vous l'ai pas dit. Kali est parti. Pour le moment, t'es seule à apparaître dans le chat. Je sais pas s'il y en a d'autres qui... Ouais, totalement. Effectivement. Kirby, Pac-Man, Pikachu, Salamèche, Pyramid Head, Sonic, Blizzard, Salamèche, Pikachu, vous l'avez dit. Alors, donc dans l'apparence physique, on a ce qu'on a vu du coup, la silhouette, mais il y a aussi le choix des proportions. Donc ça, on est effectivement d'un côté les personnages plutôt réalistes et d'autres plutôt stylisés. Donc par exemple, si là je regarde les images que j'ai à côté, Vagabond est totalement un style, même si c'est un manga pour adultes, mais c'est un manga qui va plus se rapprocher d'un style réaliste, parce qu'il coche toutes les cases finalement d'un style qui se rapproche le plus de la réalité. Et même la manière dont il dessine, voilà, tout est très bien fait et toutes les proportions sont bien respectées par rapport au monde réel. Après, si on prend l'exemple de Magical Girl, là c'est carrément un style en fait de personnage stylisé, parce que les proportions ne sont pas réalistes, mais justement c'est plus facilement reconnaissable, parce que ça a une identité propre en fait. Donc après, par rapport au choix des proportions, ça dépend totalement de l'univers que vous souhaitez créer, de ce que vous voulez transmettre au lecteur. Parce que, je sais pas, prendre exemple du style Magical Doremi et faire de l'horreur, bon, ça pourrait matcher, c'est clairement, mais voilà, c'est pas, on va dire, quelque chose qui se pense en fait, parce qu'on n'est pas dans les mêmes codes finalement du dessin. Mais après, il y a aussi votre propre style. Qu'est-ce que vous voulez proposer ? Ça pourrait être drôle, ouais, totalement, Kali. Mais justement, ça, après, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez jouer. Parce que même si là, moi, je vous présente des concepts, là, vous, ce qui est intéressant, c'est de les connaître, de les maîtriser, mais ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Donc, vous pouvez vraiment vous faire plaisir là-dessus. Et là, c'est vraiment... là, on est vraiment sur les notions du character design pour vraiment que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir concevoir vos personnages le mieux possible. Alors, il y a une chose qui est vraiment importante en fait dans les proportions et que on voit régulièrement malheureusement, c'est qu'il y a des univers où les personnages se ressemblent tous. Et ça, c'est vrai que les débutants ont tendance à faire des personnages qui se ressemblent beaucoup, parce que justement, c'est difficile des fois de faire des personnages avec d'autres formes, alors que pourtant, notre univers est quand même complexe, donc on ne se ressemble pas tous. Il y en a qui ont plus de formes que d'autres, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands. Et c'est bien en fait de concevoir un univers où vous allez retrouver toutes ces parties-là.
Et ça va aussi vraiment jouer dans l'identité de vos personnages. Donc quand on parle de forme et de proportion, on cède des formes géométriques dans le character design. Donc par exemple, vous avez le carré. Ça va plutôt montrer une stabilité, de la force, une forme de sérieux en fait, et une personne de fiable. Donc voilà, vous avez vraiment ce côté personnage qui est robuste en fait, qui est vraiment sur ses appuis, qui peut être autoritaire, mais aussi qui peut avoir tendance à avoir un trait de caractère plutôt têtu. C'est pas une règle en soi, mais en fait c'est l'idée même par rapport à nos conceptions sociales qui nous fait penser ainsi. Donc on va le retrouver dans le type de personnages guerriers plutôt, mentors, voilà, des gens qui sont solides sur leurs acquis. Après on va retrouver le cercle. Alors là ça va être au contraire plutôt de la douceur, de la gentillesse, un côté innocent, de la mignonnerie en fait. On le retrouve beaucoup dans les animaux de compagnie par exemple. Toutes ces formes très rondes. Donc là, ça va être plutôt des personnages qui semblent amicaux, dits de confiance, mais qui peuvent aussi avoir ce côté qui peuvent faire penser que c'est un personnage qui est crédule. Et là, en type de personnage, on va surtout retrouver les enfants. Et par exemple, les soignants, voilà, c'est tous les corps de métier qui se veulent, entre guillemets, rassurants. Et enfin, on va avoir les triangles. Alors là, ça va être totalement l'opposé. Là, on est sur du dynamisme, en fait, au niveau plutôt agressif. Donc qui va représenter le danger, l'imprévisible. Donc là, on va être plutôt sur des personnages de type menaçant, malicieux, mais aussi, ça peut représenter l'intelligence. Donc là, le type de personnage, je vous ai listé par exemple les sorciers, les mercenaires. Et c'est une forme en fait qui est très souvent utilisée pour créer les antagonistes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les formes géométriques, elles ne s'appliquent pas uniquement à la morphologie. Vous pouvez bien entendu, mais vous pouvez aussi jouer sur les formes des vêtements et des armures, des accessoires et des armes. Ça aussi, en fait, ça définit votre personnage. Ce n'est pas que sa forme physique qui va le faire, c'est tout ce qui est aussi autour. Donc voilà, quand je vous reparlais qu'on allait revenir sur Mario, Luigi, Wario et Waluigi, c'est pour un peu comprendre ce concept. Alors, ce qu'on voit, c'est par exemple Mario, il est vraiment conçu essentiellement de forme ronde. Son caractère design, il est fait comme ça. Et il est assez équilibré en fait dans ses formes rondes. Même sa moustache, si vous la regardez bien, elle a encore ses formes rondes en fait qui se montrent. Luigi, il a la même racine à peu près que Mario, sauf qu'il va être un peu plus allongé. Mais il garde ce côté très en rondeur finalement. Et là, à contrario, Wario, lui, il a plutôt une corpulence forte, où ça va vraiment être du carré, essentiellement, mais il a aussi ces éléments triangulaires, en fait. On le voit au niveau de ses chaussures, on le voit aussi au niveau de ses oreilles, même sa moustache a tendance à être plus dans ce côté triangulaire. On le voit aussi un peu au niveau de ses jambes, et voilà, c'est un personnage qui est trapu et qui est assez large quand on compare à Mario et à Luigi. Maintenant, Waluigi, c'est un personnage très élancé, très grand, qui lui est vraiment entièrement composé presque de triangles. Donc lui, voilà, c'est vraiment ce côté, quand on disait imprévisible, ce côté un peu malicieux, lui c'est totalement ça. Il a aussi la moustache qui est très en forme un peu droite finalement. Tout ce qui va être finalement avec des pointes comme ça, c'est ça qu'on peut appeler être un style un peu menaçant. On voit beaucoup effectivement dans les antagonistes ou les personnages. Si vous voulez une autre référence, il y a aussi Jafar, pour ceux qui aimaient bien. J'ai oublié le nom du dessin animé. Bravo. Jafar, c'est dans Aladdin. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais vous mettre à contribution. Donc, je vous ai pris 2 personnages. Donc, je vous ai pris Vander et Silcoon de Arcane. Et là, le but, c'est de me dire, par rapport à tout ce que je vous ai montré, quels sont les éléments qui ressortent de ces 2 personnages avec les formes géométriques de base. Donc, du coup, rond, carré et triangle.
Oui, on peut le voir comme ça, Void. Ouais, effectivement, plutôt carré pour Vander et triangle pour Silco. Alors après, pour toi, Jen, en fait, où est-ce que tu les vois, ces formes-là? Est-ce que tu peux me dire un peu plus Ouais, effectivement, aussi carré avec un peu d'arrondi. Ouais, tout à fait. Alors je vais vous montrer, hein, j'ai fait un petit... En fait c'est ça, sur Vander on est vraiment plutôt sur du carré. Avec des côtés doux. Alors le côté doux, on le voit au fait au niveau du bout de son nez. Et aussi si vous regardez par rapport à la chemise, si vous comparez les deux tenues de ces deux personnages, en fait la chemise de Vander a des bords qui sont ronds. Par rapport à Silco, on est vraiment sur des pointes en fait. Silco, il a vraiment énormément dans sa composition finalement du chara design, il est vraiment rempli de triangles, hein, si on le regarde bien. Et c'est vrai que ça permet vraiment du coup de différencier ces deux personnages, déjà sur leur aspect physique, mais ça donne aussi une indication sur leur aspect interne. Ouais, c'est vrai que j'ai pas regardé au niveau de la cravate, mais oui, il y en a effectivement il y en a qui apparaissent des triangles. Alors après du coup la silhouette et les choix des proportions, ce qui est vachement important aussi, c'est la posture et les gestuels. Ça va vraiment révéler la personnalité du personnage. Donc par exemple, si votre personnage a plutôt une posture droite, on va avoir plus la sensation que c'est une personne qui a confiance en elle. Et inversement, une posture courbée, alors ça peut s'apparenter justement à un personnage qui va être plutôt replié sur lui, mais ça peut être aussi, vous savez l'expression je porte le monde sur mon dos. En fait, quelqu'un de plutôt blasé, voilà, il va être plutôt courbé. Et après, alors pour la posture, il peut y avoir aussi l'environnement, ça on le verra après, qui peut aussi y jouer en fait. Il faut vraiment penser à l'environnement qui peut avoir un impact réel sur la création de votre personnage. Donc ça, on y reviendra après, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on va avoir toutes les expressions faciales. Alors elles ont vraiment le rôle majeur de la transmission des émotions auprès de vos lecteurs. Donc elles peuvent justement varier, oui effectivement selon le contexte, pardon, et elles doivent être facilement identifiables, sachant que vous pouvez totalement créer des expressions faciales pour un personnage en particulier. On le voit bien justement dans le monde de One Piece, Luffy il a des expressions hyper exagérées par rapport à d'autres personnages, même si l'univers de One Piece quand même est beaucoup dans l'exagération au niveau des proportions des personnages et de plein d'autres caractéristiques. Voilà, vraiment Luffy, c'est un sketch à lui tout seul en fait. Vraiment, toutes ses expressions sont très travaillées et on le reconnaît très vite. Et ensuite, on a les couleurs. Alors ça aussi, c'est un élément très important dans la création de votre personnage. Donc elles vont avoir plusieurs rôles. Donc on va avoir le rôle fonctionnel. Par exemple, effectivement, une couleur sombre, une couleur noire, on va plus l'apporter à une fonction. Par exemple, je sais pas si effectivement je vous ai donné l'exemple du ninja pour passer inaperçu la nuit en fait. Mais ça c'est propre à vraiment une fonction. Ça peut être si vous faites un environnement je sais pas, hyper menaçant, où il y a des monstres énormes, etc., qu'il faut passer discrètement les monstres, vous n'allez pas vous mettre avec une tenue fluo comme Son Goku. Enfin voilà, c'est pas, là il n'y a pas de logique en fait. Donc il faut vraiment définir aussi les couleurs par rapport à ça. Mais ça peut être aussi des couleurs par rapport à un rôle émotionnel, pardon. Donc là, ça va plutôt renforcer un trait de personnalité de votre personnage. Donc là, effectivement, les couleurs plus sombres vont peut-être être sur des personnages un peu plus discrets, alors que les couleurs plus criardes, plus flashy, là ça va être vraiment ressortir le côté extraverti d'un personnage. Et enfin, on a aussi le rôle social et culturel.
Donc elle peut avoir une signification particulière, cette couleur. Donc par exemple, le bleu roi, qui a pour origine la couleur des uniformes de la garde royale du XVIe siècle. Et autre élément important, les couleurs, tout comme les vêtements, peuvent servir à montrer un changement d'état du personnage, soit temporaire, ou marquant un nouveau cap dans l'intrigue. Donc là, par exemple, par rapport à Sangoku, il a ses transformations temporaires. Donc ça aussi, vous pouvez très bien l'adapter à un personnage. Surtout si vous faites de l'action, si vous voulez écrire de l'action, des choses comme ça se prête très très bien à ce genre de manga ou de webtoon. On a aussi, pour l'apparence physique, l'utilisation des motifs. Donc, ils ont un rôle d'identification. Donc, ça aide à rendre un personnage ou un groupe reconnaissable. Donc, ça, on le voit vachement avec, par exemple, le signe reconnaissable du nuage de l'Akatsuki dans Naruto. Ça peut être aussi une raison culturelle. Donc, là, on va vraiment être associé à une culture propre. Donc, par exemple, traditionnelle, donc japonaise, etc. Soit tribaux, soit folkloriques. Et on a aussi les symboliques, donc les formes géométriques qui vont être plus portées sur des personnages à des attitudes, si vous voulez, plutôt droites, plutôt carrées ou plutôt fermées, ou à tout ce qui va être technologique. Et enfin organique, donc tout ce qu'on appelle organique, c'est tout ce qui est naturel. Donc là, ça peut être effectivement si vous avez des personnages qui sont proches de la nature, qui ont ces compétences-là, ça peut être intéressant aussi de leur mettre ce type de motif-là, si ça s'y prête bien. Et on a enfin les textures. Alors, elles ont pour rôle de fonction. On va par exemple avoir des personnages qui vont porter des tissus nobles, comme la soie, le cachemire. Donc là, on va être plutôt sur de la royauté, par exemple, donc des sphères sociales hautes. Et inversement, les matières dures, comme le cuir, l'acier, là, qui va être plutôt prêté à des guerriers ou à des personnes de terrain. Est-ce que ça va pour le moment ? N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou s'il y a des points que vous voulez justement creuser. Ok, ça marche. Bon bah nickel. Donc si vous voulez, le choix des couleurs, des motifs et des textures peuvent renforcer aussi la structure visuelle de vos personnages. Ça c'est important aussi. Pensez bien que vraiment la manière dont vous allez mettre un motif, la manière dont vous allez utiliser une couleur, ça peut aussi donner des indications en fait de forme. En plus des vêtements que vous aurez choisis et des accessoires, etc. Ok. Est-ce que déjà pour cette partie-là, tout va bien ? Est-ce que j'ai peut-être oublié quelque chose ? Enfin, vous aurez aimé que je creuse quelque chose un peu plus sur les parties physiques ? Ou est-ce que ça va ? Est-ce que vous trouvez ça très clair ? Ok, tout va bien pas su. Clair, ok, c'est clair. Ouais, Kali, ok, la gestuelle. Alors la gestuelle, si tu veux, on en reparlera. Parce que effectivement, c'est un élément important. Alors, en fait, ce qui va être important avec la gestuelle, il y a des petits exercices à faire, notamment de comprendre les lignes de dynamique d'un personnage. Donc, alors là, c'est vrai que j'ai pas créé de support là-dessus, mais je vais me le noter parce que tu as raison, c'est un élément important à développer. Après, n'hésitez pas, si vous êtes aussi sur le serveur du Wafé, n'hésitez pas à nous taguer pour qu'on mette des éléments aussi qui puissent vous aider là-dessus. Alors, pour les traits internes, là aussi je vais vous mettre un peu à contribution. Vous allez voir, là c'est quand même assez lourd, donc je vais essayer d'aller assez lentement là-dessus. Mais c'est vraiment hyper important, c'est quelque chose qui est
c'est pas qu'il s'est pas suffisamment travaillé, c'est qu'il y a peut-être des oublis sur certaines choses qui vont rendre un personnage parfois incohérent en fait dans sa manière de réagir par rapport à des situations où le lecteur va être perdu ou qui va pas comprendre. Donc, selon vous, qu'est-ce qui va influencer en fait un personnage? Il y a deux types de facteurs. Ouais, effectivement, compote, désir et peur. Son entourage, ouais, ses relations. Ouais, son environnement, effectivement, son passé, ses expériences, tout à fait. Ouais, l'environnement direct, famille, amis, et indirect totalement, société. Société très important. Ouais, moi ce qu'il aime, effectivement, on peut totalement le noter. Ouais, son vécu, ça rejoint le passé. Alors, effectivement, on va déjà avoir des premiers facteurs externes. Donc là, comme vous l'avez dit, l'environnement, sa culture, son statut, son rang social, aussi très important dans la manière dont il va se comporter, et ses cercles sociaux et ses relations. Salut Jumeau. Après, on va avoir effectivement tout ce qui est les facteurs internes, donc intra du personnage. Donc là, ça va être sa personnalité, son passé, ses expériences intérieures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ses valeurs, ses croyances, ses désirs, ses besoins et ses objectifs. Donc effectivement, on peut rajouter aussi les peurs. Les peurs, ça peut être intéressant de les mettre en fait dans vos fiches personnages s'il y a quelque chose qui va tourner justement autour de cette peur. Là, ce qu'il faut bien noter, et ça c'est super important, c'est que vous allez avoir un rapport de causalité en fait entre les facteurs externes et internes du personnage. Ce qui va souvent amener à une confrontation. Il y a des conflits. Alors les confrontations, elles peuvent être vis-à-vis des autres personnages ou vis-à-vis de soi-même en fait. Ça c'est vraiment la clé en fait de ce qui se passe dans toutes les histoires que vous connaissez. C'est qu'à un moment donné, il y a une confrontation. Qu'elle soit dans les idées, qu'elle soit dans le rapport de force, c'est toujours comme ça en fait. C'est parce que chaque personnage a son propre prisme. Ça, il faut vraiment se le mettre en tête. C'est quand vous créez un personnage, il faut se mettre en tête qu'il ne va pas voir les choses de la même manière qu'un autre personnage, même s'ils ont le même vécu. Ça s'est passé par exemple avec des jumeaux. Les jumeaux qui ont été élevés de la même manière, ça peut effectivement arriver qu'ils soient totalement identiques dans le sens où ils veulent justement garder cette unicité, donc ils font toujours les mêmes choses ensemble, etc. Donc ils ont le même travail. Bon bref, voilà, ils sont totalement plongés dans leur bulle, en fait, dans leur sphère. Mais le plus souvent, même des vrais jumeaux, même avec la même éducation, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes cercles sociaux, ils vont commencer à se détacher progressivement en fait. Ils vont avoir envie, en fait, ils vont avoir leurs désirs propres et leurs besoins propres. Alors, là on va voir les facteurs externes. Donc du coup on a déjà l'environnement. Donc un environnement, il peut être menaçant, dangereux, ou au contraire, paisible et protégé. Là on peut utiliser plein de termes, hein. Alors là pour illustrer, j'ai pris typiquement Zone d'Arcane avec Piltover. On n'a pas du tout la même ambiance. D'un côté, Zone, c'est totalement sous terre, avec de la lumière artificielle, où c'est plutôt menaçant entre guillemets comme milieu. Alors que Piltover, là, on est à l'extérieur, on a les belles couleurs, la belle lumière, la ville qui est nickel.
et voilà, qui représente un peu ce côté ville sécuritaire. Là aussi, ce qu'il faut faire attention par rapport à l'environnement que vous allez créer, c'est qu'il y a des environnements qui sont riches en ressources et d'autres pauvres en ressources. Ça, on le voit aussi par exemple dans Dune. Dune, la planète où il se retrouve, c'est un environnement pauvre en ressources. Alors, quand je dis ressources, pas en ressources de ce qu'ils cherchent, mais pauvre en ressources pour les peuples finalement qui vivent dans le désert. Ils ont une tenue finalement adaptée à cet environnement hostile, donc qui leur permet justement de survivre. Et on va aussi avoir, en fait, l'environnement va aussi avoir un impact réel sur la morphologie de votre personnage et de son apparence. Donc forcément, vous n'allez pas porter la même tenue si vous avez un personnage qui est dans l'espace ou un personnage qui va vivre dans les fonds sous-marins. Voilà, là je prends les deux extrêmes, mais ça aussi, il va falloir l'adapter. Pour avoir un monde cohérent, il faut adapter justement son personnage à ça. Il y a une autre chose aussi par rapport à l'environnement. Là, c'est juste un exemple. C'est par exemple le sexe d'une personne. Par exemple, une personne qui effectivement est plutôt dans un environnement, dans une société patriarcale, si c'est un homme ou une femme, il va pas le vivre de la même manière. Et inversement, si c'est un homme qui vit, par exemple, dans une société matriarcale, voilà, il va pas non plus le vivre de la même manière. Donc ça aussi, c'est important de le prendre en compte. Et ça va rejoindre la culture. Donc la culturelle, elle englobe du coup les traits propres à une ethnie, à une nation ou à une civilisation. Donc ça va regrouper tout ce qui est les savoir-faire, les connaissances, donc du coup connaissances intellectuelles, matérielles, technologiques, etc. Et on a aussi la partie idéologie, croyances et mœurs, qui sont reliées à cette propre culture. Donc dans votre histoire par exemple, vous pouvez très bien avoir différentes cultures. Donc généralement quand il y a des cultures différentes, il y a soit de la confrontation, parce que justement il y a un peu d'incompréhension dans la manière de fonctionner. Ça peut être intéressant de l'aborder. Et aussi, quand vous créez une histoire qui se déroule pendant une période historique, pensez bien à effectuer des recherches. Parce que c'est important de connaître justement les mœurs, les codes, les modes, etc. pour rendre votre œuvre crédible, en fait, aux yeux de vos lecteurs. Donc ensuite, on va voir le statut et le rang social. Donc ça, c'est la position qu'occupe une personne dans une société. Et là aussi intéressant, c'est que ça va définir son registre de langue. Ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que un personnage qui, par exemple, est paysan au fin fond d'une ville perdue et quelqu'un qui va plutôt être héritier à la royauté, vont pas s'exprimer de la même manière. Après, il pourrait y avoir un personnage qui vit justement totalement dans un coin reculé et qui finalement, on apprend que, je ne sais par quelle magie, ce personnage finalement est l'héritier du trône, machin, du truc, et qui se retrouve justement propulsé au pouvoir en lui disant maintenant débrouille-toi. Alors voilà, là ça peut être intéressant parce qu'on va avoir une situation de décalage en fait entre l'environnement de cette personne de naissance et dans l'environnement dans lequel elle va être propulsée. Donc là, ça va amener des situations totalement loufoques, totalement cocasses. Et après, nous avons les cercles sociaux et les relations. Donc il faut savoir que dans une histoire, ce sont vos personnages et les relations qu'ils entretiennent entre eux qui vont la construire, cette histoire. C'est eux qui la portent. Donc vous avez le cercle social hérité. Donc là, on va avoir effectivement la famille, les amis de la famille, donc tout ce qui est le cercle proche. Le cercle social imposé, alors peut-être qu'imposé c'est pas forcément le bon terme, je savais pas trop comment l'appeler, mais en fait finalement c'est, je l'ai dit pour tout ce qui va être lié à une fonction, donc par exemple là j'ai donné l'exemple des membres d'un bataillon ou d'une brigade, c'est pareil. C'est pour dire justement que là on choisit certes peut-être sa fonction, si on a le choix, mais on choisit pas les gens qui s'y trouvent, donc on va devoir composer avec les personnalités différentes, etc. Et enfin, on a le cercle social choisi. Donc là, effectivement, ça va être tout notre cercle social proche, mais qu'on va considérer comme bénéfique pour nous, donc notamment les amis. Et là, d'ailleurs, on voit sur le côté Mao Mao qui est super à l'aise avec ce que lui dit Shinji. Après, on a la personnalité.
Donc là, ça va être tous les ensembles des traits de caractère positifs et négatifs. Très important, un personnage n'est jamais totalement positif ou totalement négatif. La vie, c'est pas ni trop blanc ni trop noir. Généralement, il y a toujours on navigue toujours au milieu, hein, dans une zone grise. Et c'est important aussi parce que ça permet... en fait, plus votre personnage va être réaliste dans ses traits, plus les gens vont s'y projeter et vont s'y reconnaître. Donc c'est comme ça qu'on crée de l'attachement. Donc là, je vous ai donné des exemples, typiquement de traits, sociable, fier, méfiant, orgueilleux, altruiste, sérieux, consciencieux, séducteur, égoïste. Il y en a plein, il y en a pléthore. Donc là, vraiment, si vous n'avez pas d'idée, si vous bloquez toujours sur la même sphère de traits de caractère, regardez sur Internet, il y a plein de listes. Et après, vous composez avec ça. Aussi, si vous avez du mal justement avec la personnalité, ça peut être intéressant de regarder les gens autour de vous, en fait. De regarder comment ils se comportent, de regarder leur gestuelle, de regarder comment ils échangent entre eux. Donc ça peut être de la famille, des amis, etc. Regardez, vraiment, observez. Et ça peut vraiment vous aider à construire des personnages grâce à ça. Après, on a le passé, donc les expériences antérieures à l'histoire. Donc là, c'est, comme j'avais dit, des expériences bonnes ou mauvaises qui vont façonner la perception de votre personnage sur son environnement ou sur lui-même. Donc par exemple, si un personnage vit une mauvaise expérience qui va le marquer, bah forcément, ça risque de jouer sur sa confiance en lui, ça risque de jouer sur son image. Et en fait, sa vision va toujours être confrontée à celle des autres personnages. Donc là, c'est quand je vous parlais de conflit ou de renforcement. En fait, il va y avoir des conflits externes. Donc par exemple, des divergences d'opinion, des attentes et des besoins différents. Et vous allez avoir les conflits internes. Donc là, ça va être plutôt des questionnements, des remises en question, ou au contraire, un renforcement des croyances et des désirs d'un personnage. Donc ça, on le retrouve pas mal en fait dans le rapport protagoniste-antagoniste. Si vous voulez, l'un cherche à détruire l'ordre établi pendant que l'autre fait en sorte de le maintenir. Donc là, voilà, c'est vraiment une confrontation dans ce sens-là. Après, les facteurs internes ont aussi une incidence sur l'aspect physique. Donc c'est là où effectivement on va avoir une posture, une gestuelle, une attitude, des tics de langage qui vont s'y refléter. Ça va toujours ? Alors après, je peux aussi vous dire un truc sur les expériences, c'est que... En fait, il faut rappeler que face à une situation similaire, vous allez avoir deux personnes qui n'auront pas les mêmes réactions ni le même vécu face à cette situation. Donc je vais prendre un exemple tout bête. Si vous avez deux amis par exemple qui se retrouvent face à un chien plutôt hargneux, et ben une fois la situation passée, l'un d'eux développera peut-être une peur justement des chiens, tandis que l'autre oubliera totalement rapidement cette mésaventure. Donc après, dans les facteurs internes, on a les valeurs et les croyances. Donc ça, c'est l'ensemble des attributs considérés comme un idéal à atteindre ou à défendre. Elles sont le plus souvent inculquées dès l'enfance, donc par une autorité, donc ça peut être une autorité religieuse ou autre, ou un groupe social. Donc ça peut être aussi inculqué par un mentor, ça peut être inculqué par la famille, ça peut être inculqué par toutes les personnes finalement, toutes les rencontres que peut faire votre héros ou vos personnages. Donc ce qui est intéressant, c'est que les valeurs et les croyances, elles peuvent évoluer en fait en fonction des expériences du personnage et de ses rencontres. Ça, c'est hyper important, c'est que une histoire permet justement au personnage de grandir. Alors, il va évoluer pas forcément dans le bon sens, ça aussi, ça peut être un parti pris. Mais voilà, ça va être vraiment les rencontres qui vont définir tout ça. Donc les rencontres, ça va être soit des inconnus qui vont justement avoir la phrase qui va résonner en eux et bouleversement intérieur,
ou au contraire leurs relations proches, donc les relations amoureuses ou les relations amicales justement qui vont avoir plutôt une incidence sur votre personnage. Et on a enfin en fait les désirs et les besoins. Donc là c'est ce qui est vraiment le véritable moteur dans les actions de votre personnage. C'est ce qui le pousse à faire en fait. C'est pour ça. C'est dans One Piece, oui, Luffy il va être il veut trouver le One Piece quoi. Donc il va être le grand pirate. Dans Death Note, ses désirs c'est d'avoir un monde. Enfin ses désirs au début sont plutôt honorables. C'est qu'il veut un monde plutôt safe pour tout le monde. Il veut faire payer les injustices parce qu'il trouve que le système judiciaire finalement n'est pas compétent ou du moins il estime pas assez. Mais ça va être un des personnages qui va évoluer justement d'une manière assez dramatique puisque ça va clairement lui monter à la tête et il va finir par se prendre pour Dieu et c'est aussi ce qui va causer sa perte. Donc là voilà, là je vous l'ai mis ici en fait l'histoire du protagoniste-antagoniste. Si effectivement on prend dans l'univers de Death Note par exemple, finalement l'antagoniste c'est Light et le protagoniste est plutôt elle. Après c'est mon analyse à moi, c'est alors. Pour résumer, donc, un bon character design, il doit établir une identité propre à chaque personnage. Donc ça va aider à faire passer des informations essentielles, donc comme on l'a vu, le rôle, les origines et les traits de vos personnages. Ça va aider le public à s'identifier, à s'attacher à lui. Ensuite, on a le rôle narratif. Donc là, un bon design, en fait, est réfléchi et peut anticiper la dynamique relationnelle que vous allez avoir entre vos personnages. Donc effectivement, on peut avoir toujours ce rapport d'exemple mentor-élève. Et ça aide à établir le rôle d'un personnage dans l'histoire. Donc l'intrigue. On a également l'évolution et la transformation. Donc ça, c'est effectivement à travers l'histoire qu'un personnage peut évoluer. Donc le design peut refléter ces changements. Donc là, on va avoir effectivement la modification des vêtements, des expressions. Et ça va enrichir la narration. Et enfin, on a la création d'un univers cohérent. Donc, c'est-à-dire que le design harmonieux en fait, entre vos personnages va contribuer totalement à la cohérence visuelle de l'univers narratif. Et cela aide forcément le lecteur à s'immerger dans l'histoire. Une fois que vous avez totalement maîtrisé toutes les notions du character design, en fait, ce qui était intéressant, c'est que vous pouvez après vous amuser avec ça et pouvoir sortir des cases et justement peut-être proposer un concept qui c'est révolutionnaire, on ne sait pas. Peut-être qu'on a des génies parmi vous, donc vraiment, allez-y, hein, vraiment, nous on vous suit, on est derrière vous. Et maintenant, je vais juste faire un petit focus aussi sur les outils pratiques à utiliser quand on crée son personnage. Donc, on a notamment la feuille de modèle, donc le character sheet. Donc là, on va avoir la représentation du personnage sous différents angles. On va avoir aussi la palette de couleurs qui est choisie pour ce personnage-là. Ça va permettre de garder finalement la cohérence graphique tout au long de la construction de votre histoire. Vous pouvez aussi ajouter les expressions faciales propres à votre personnage, comme on l'a vu avec Luffy, par exemple. Alors, pas besoin que ce soit autant exagéré, hein, ça dépend totalement de votre univers, mais ça peut être sympa, justement, d'avoir des expressions qui vont différer d'un personnage à l'autre, voilà. Et c'est très utile, du coup, pour la conception de vos personnages principaux et récurrents, parce que c'est des personnages où vous allez revenir souvent dessus, donc c'est bien de garder en tête à quoi finalement ils ressemblent, et ça vous évite à chaque fois de vous poser la question de dire « Ah non, mais ça, je ne savais pas, etc., je ne me rappelle plus comment… » Donc à chercher partout, là, vous référez à votre character sheet, et c'est bon. Vous savez comment est votre personnage, de dos, de face, de côté, de haut, de bas, si vous préférez. Là, vraiment, c'est à vous de choisir quels éléments vous mettez dans votre character sheet. Et après, une fiche complémentaire, ça va être la fiche de personnage. Donc là, ça va être plutôt la synthèse de toutes les informations essentielles sur votre personnage. Hein. Vous n'avez pas besoin d'écrire un roman sur votre personnage. Hein. Vraiment, là, ça va être les mots-clés, les termes clés
qui vont justement définir la personnalité, qui vont résumer son histoire, qui vont parler de son rôle dans l'histoire et des relations qu'il entretient avec les personnages. Donc justement, vous pouvez mettre les relations des personnages amicaux, mais aussi quel rapport il entretient avec les personnages plutôt, entre guillemets, antagonistes. Et voilà, on a fait le tour. Du coup, je vais conclure. Donc encore merci et surtout, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao!